Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer la MG4 Premium 64 kWh millésime 2026. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage, à mettre des pouces et des commentaires, c'est très important. La MG4 est la compacte 100% électrique du constructeur chinois qui bat pavillon anglais, puisque MG appartient désormais au groupe SAIC, donc très gros constructeur chinois. La première génération de MG4 a fait un carton en France avec un excellent rapport prix-prestation. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo de ma propre MG4 achetée d'occasion. Sur ce nouveau millésime, vous voyez, la face avant n'a pas changé. On retrouve exactement le même bouclier, les mêmes optiques, entièrement à LED. On remarquera la présence de nouveaux coloris, comme ce vert métallisé, ou encore de nouveaux dessins de jantes. Là, ici, vous voyez qu'on est sur des jantes de 18 pouces. La seule petite évolution esthétique concerne le haillon, avec un nouveau béquet supérieur et même une nouvelle partie inférieure ici. On a toujours la bande de feu, mais le logo MG est désormais creusé. Et vous voyez, ça remonte un petit peu moins à l'arrière, sans doute pour favoriser l'aérodynamique. Côté dimension, rien ne change. Cette MG4 fait toujours 4,29 m de long pour 1,84 m de large et 1,50 m de haut. Sur le plan mécanique, on a beaucoup plus de changements puisque désormais le modèle d'entrée de gamme dit Premium reçoit le moteur de la MGS5 de 190 chevaux associé à une batterie de type LFP, lithium fer phosphate, d'une capacité de 64 kWh brut, ce qui nous fait 61,7 kWh net. Au-dessus de ce modèle, on trouve désormais une version 77 kWh, batterie NMC, nickel manganèse cobalt, et le modèle sportif X-Power, lui, change moins, il conserve les mêmes moteurs et les mêmes batteries qu'avant, c'est-à-dire 64 kWh en NMC. Découvrons le coffre de cette MG4, qui s'ouvre donc manuellement, et voyez que les petits vérins sont quand même pas très puissants, d'ailleurs ils vieillissent pas très bien. Ils ne les ont pas changés, c'est dommage. Même ça, ils auraient pu le changer, ça a tendance à partir. Donc c'est pas top en termes de finition pour le coffre. Le volume n'est pas exceptionnel non plus, puisqu'on va avoir 350 litres. Donc c'est juste moyen dans la catégorie. Vous voyez que c'est quand même creusé, c'est assez large derrière les passages de roues, donc ça c'est bien. En plus, on a un plancher qui est affleurant au seuil, donc c'est facile à charger. Sous ce plancher, on peut mettre, vous voyez, un câble type 2. On peut rabattre la banquette en 2 tiers, 1 tiers. Et une fois tous les dossiers de banquette rabattus, on obtient 1165 litres. Si le coffre n'est pas immense, les places arrière, elles, sont très généreuses. Vous voyez, j'ai un bel espace aux jambes. Je suis 1,77 m, donc derrière ma position de conduite, je suis très bien. C'est juste que j'ai les genoux un peu en hauteur par rapport aux fessiers. On a quand même 3 appuis-têtes. La partie centrale est exploitable. On n'a pas d'accoudoir, donc c'est bien rembourré. Et on n'a pas de tunnel trop imposant, donc on a de l'espace au milieu. On tiendra à 3 sans problème, ça c'est bien. On a des accoudoirs de contreporte bien rembourrés. Donc l'habillage des contreportes est différent, mais aussi la sellerie qui s'inspire de celle de la MGS5 avec un traitement tissu simili-cuir qui est plutôt réussi. Côté rangement, on a des petits bacs de contreporte. Ici, on a un petit logement également, malheureusement pas d'aumônière. On trouve un petit logement ici avec une prise USB-C. Là, on a une poignée de maintien. C'est super, mais là où je suis vraiment ravi, c'est que je peux baisser mes vitres jusqu'en bas. Allons voir les places avant. Passons à l'avant. Donc regardons les portes. Vous voyez, les joints sont quand même assez épais. Ils font bien tout le tour de la portière. Les contreportes sont bien habillées, mieux qu'à l'arrière. Vous voyez que c'est rembourré ici. Même chose au milieu. On retrouve la petite surpiqûre et des accoudoirs assez larges et bien rembourrés. Ça, c'est top. Les rangements sont spacieux. Vous voyez les bacs. Malheureusement, pas d'antidérapant. Et au niveau des assises, vous voyez qu'on retrouve la sellerie de la MGS5, donc qui est très bien présentée en simili-cuir tissu, mais qui manque de maintien latéral, notamment au niveau des cuisses. Et d'ailleurs, quand on s'installe, parfois, ça fait craquer ici le petit bout de plastique. Vous voyez qu'on a des réglages électriques côté conducteur, donc on peut ajuster le dossier et l'assise, mais on ne peut pas incliner l'assise. Et côté passager, on a uniquement des réglages manuels et on ne peut pas ajuster son siège en hauteur. Ça, c'est vraiment dommage. Et une fois installé, on retrouve l'univers de la MGS5
On a exactement la même planche de bord et c'est beaucoup mieux fini qu'avant. Vous voyez, sur le dessus, c'est rembourré. Même chose sur la partie du milieu. La partie basse reste rigide. Là, vous voyez qu'on a les réglages de rétroviseur. Là, on a un petit habillage façon carbone, plutôt bien fait. Ce qui est très agréable, c'est que du côté droit, c'est rembourré pour poser son genou. Même chose du côté gauche, au niveau de la poignée de maintien. Donc, on a une excellente position de conduite. Donc, vous voyez, on peut bien se maintenir. La console centrale en deux parties abrite un gros rangement inférieur, sans antidérapant malheureusement. Deux porte-gobelets, un chargeur à induction qui marche très bien, plus un support pour smartphone. La coudoir centrale est rembourrée, mais il n'est pas ajustable en profondeur. Il abrite un rangement avec antidérapant et on a même 3 prises de branchement. Et la boîte à gants est assez spacieuse, mais sans éclairage ni protection. Le poste de conduite est agréable avec un volant réglable en hauteur, en profondeur. On retrouve les mêmes commandes qu'avant, donc qui sont plutôt bien faites. Tout ce qui est aide à la conduite à gauche et tout ce qui est ordinateur de bord et musique à droite. L'instrumentation numérique est assez complète avec, vous voyez, un ordinateur de bord qui vous donne le trip partiel, le trip total, à votre consommation, pression des pneus ou encore des informations sur le multimédia et la navigation. Mais malheureusement, on a beaucoup de reflets. L'écran central tactile est plutôt réactif avec une ergonomie bien pensée. Vous voyez, navigation, multimédia, tout ce qui concerne la clim. On a même la météo et bien sûr Apple CarPlay, Android Auto qui fonctionne sans fil et qui fonctionne très bien. On retrouve tous ces menus de smartphone. Et qu'on a la navigation avec un planificateur d'itinéraire. Voilà, on va pouvoir retrouver les différentes bornes. On a des réglages de clim, mais on a également des raccourcis physiques, avec ici la température, la puissance de ventilation. Là, on choisit l'orientation de l'air. Et à droite, une molette pour régler le volume, ça c'est bien. Et quand j'appuie sur la petite voiture, j'ai accès aux différents réglages du véhicule. Donc là, les modes de conduite qu'on peut personnaliser. Ici, MG Pilote, j'ai accès aux alertes de sécurité que je peux personnaliser. Donc ça c'est bien, on a une touche de raccourci pour pouvoir ajuster comme on veut les alertes sonores. Et bien sûr, on a une application pour smartphone qui va permettre de surveiller sa charge à distance ou de chauffer, voire refroidir son véhicule avant de partir. C'est parti pour un tour en ville. Allez, on est parti. Alors quand je tourne la tête, je vois pas grand chose parce que les appuis-têtes sont quand même assez encombrants à l'arrière. On a des montants 3/4 aussi qui sont balèzes. Je mets la marche arrière et là, c'est génial parce que j'ai la vue à 360 avec une belle caméra, une bonne définition. Voilà, et vous voyez qu'elle va me mettre des indications en plus. Voilà, des carrés, donc ça c'est vraiment très bien. Alors au niveau du diamètre de braquage, ça s'est légèrement amélioré. Ils annoncent 10,5 mètres au lieu de 10,6 mètres auparavant. Et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus ferme que la mienne aussi. Mais attention, la mienne c'est une version standard en 16 pouces. Les toutes premières générations, alors que là je suis sur une 18 pouces et ils ont quand même amélioré la voiture, ils ont même certainement renforcé le châssis puisque désormais le toit permet de supporter 75 kg alors qu'avant on pouvait rien mettre sur le toit. Et là c'est marrant parce que sur les premiers mètres j'ai vraiment l'impression d'être à bord d'une MG S5, j'ai même l'impression d'être un peu plus haut alors qu'on a toujours la même garde au sol, c'est-à-dire 15 cm. Mais le fait d'avoir cet environnement comme ça, beaucoup plus cossu, eh bien, on a l'impression presque d'être dans un SUV. Allez, ralentisseur. Voilà, ça passe bien quand même. Même si elle me paraît un peu plus ferme que la mienne avec les jantes de 18. C'est aussi l'avantage des berlines par rapport aux SUV. Elles n'ont pas besoin d'être aussi raides pour maîtriser le roulis. On n'a pas besoin d'avoir des barres anti-roulis aussi grosses que sur les SUV. Donc ça améliore, on va dire, le confort. Là, vous voyez, c'est bien dégradé. Je me reprends un troisième ralentisseur. Je l'ai pris un peu plus fort. Et vous voyez, j'ai pas de bruit de mobilier. Et j'entends beaucoup moins de bruit de roulement que dans ma voiture. C'est-à-dire que le gros défaut de la MG4 première génération, comme celle que j'ai, eh bien, c'est qu'on entend tout ce qui se passe au niveau des trains roulants. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, clairement, l'insonorisation a été améliorée. Mais j'ai pas l'information officielle du constructeur au moment où je vous parle. Au niveau du freinage régénératif, eh bien on va avoir 4 modes, 1, 2, 3 ou auto, plus un one pedal, donc un 5e mode. Mais quand on lève le pied
de l'accélérateur, c'est pas aussi réactif que sur une Tesla. On a toujours un petit peu de latence entre le moment où on lève le pied de la pédale et le moment où le freinage régénératif arrive. Mais bon, on peut le régler et on a plein de fonctions. Allons voir ce que ça donne sur voie rapide. Allez, on est parti sur un petit bout de route. Donc j'ai mis le mode sport, pouf, et ça part bien. Ils annoncent 7,5 secondes sur le 0 à 100 contre 7,9 secondes sur l'ancien modèle 64 kWh. On a 350 Nm de couple, donc on a gagné en réactivité du moteur. Donc ça marche bien, on a de bonnes performances. Et en sortie de virage, eh bien, ça motorise bien parce que c'est une propulsion, donc ça patine pas. On sent que la voiture a de bons pneus avec ses jantes de 18 pouces, on a du grip. Et par contre, en inscription en virage, elle me semble moins incisive. Il faut dire qu'elle est beaucoup plus lourde, 93 kg de plus que l'ancienne génération, à taille de batterie équivalente. Ça, c'est le LFP qui est plus lourd que le NMC, mais aussi plus endurant. On conserve quand même un bon comportement routier avec une voiture bien équilibrée, peu de prise de roue libre, une suspension bien calibrée. On a un train arrière multibras, une direction qui est précise avec un bon rappel. Le freinage aussi est très bon et facile à doser. 1, 2, 3. Vous voyez, ça freine très très court et bien. Donc un excellent comportement routier. C'est ce qui m'a plu moi dans cette MG4 dès le premier essai, même si, encore une fois, comme elle est plus lourde, je la trouve moins incisive que la mienne. Il faut dire que la mienne elle a la petite batterie de 51 kWh, donc il y a 130 kg d'écart avec celle-ci. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être dans un MGS5. J'ai plus la sensation d'être dans un SUV qu'une berline. Mais un SUV quand même très bien guidé. Allons voir ce que ça donne sur autoroute. Et nous voici sur l'autoroute, donc on accélère à fond pour s'insérer. Donc elle est donnée pour 180 km/h de vitesse de pointe, cette MG4. Et je vais tout de suite mettre les aides à la conduite. Il faut que j'appuie une fois sur le volant et que je reste appuyé longtemps sur le bouton pour faire apparaître le petit volant, pour avoir la conduite autonome niveau 2. Et ensuite, j'appuie sur le carré et je régule ma vitesse. Donc c'est moins facile que sur l'ancienne génération, on a un peu plus de clics à faire, mais au moins toutes les aides à la conduite sont en série, et puis ça marche plutôt pas mal. Vous voyez, la voiture se maintient entre les lignes, elle maintient bien sa distance avec l'Alfa Romeo en face. On va attendre qu'elle me demande de remettre les mains sur le volant, là je la laisse faire, voilà. Elle me fait un petit bip en même temps. Alors il faut bouger un peu le volant, elle n'est pas très sensible, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de capteur. Alors quand on évolue à 130 compteurs, ça nous fait du 126, donc je vais pouvoir passer à 134 au compteur pour être à 130 au GPS sur Waze, voilà, comme ça je double l'alpha. Alors à 130 km/h, on entend quand même pas mal de bruit d'air, l'insonorisation n'est pas exceptionnelle. En revanche, les bruits de roulement sont quand même beaucoup moins marqués. Là, je vois nettement la différence à l'oreille par rapport à ma MG4 standard, qui pourtant est en 16 pouces, alors que là, on est en 18. Et de série, on a un bon système audio avec 6 haut-parleurs, donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le principal défaut de la MG4, je dirais que ça va être sa consommation. Ils annoncent 17,6 kWh au 100 en usage mixte WLTP. Vous ferez, je dirais, 350 km en mode éco en ville. Mais sur autoroute à 130, il faudra tabler sur 24 kWh au 100 de moyenne. Et auquel cas, il faudra s'arrêter tous les 200 km, 220-250 km grand maxi d'autonomie sur autoroute. Donc c'est pas l'idéal pour faire des longs trajets, Il vaudra mieux pour ça s'orienter vers la version 77 kWh. Mais l'avantage de cette version Premium 64, c'est qu'elle recharge un petit peu plus vite qu'avant, jusqu'à 154 kW. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et nous voici sur une borne de charge rapide d'autoroute qui peut délivrer jusqu'à 300 kW en courant continu, donc DC pour les intimes. Et ma MG, elle, est bridée à 154 kW, ce qui est pas mal puisque l'ancienne prenait 140 kW maxi. Donc le constructeur annonce un 10-80% en 25 minutes environ. Mais là, à mon avis, je vais plutôt faire du 30-35 minutes. C'est pas dramatique, mais on va dire que c'est pas la plus rapide de la catégorie. Et sur du courant alternatif, donc en AC, vous avez un chargeur embarqué de 11 kW. Ça, c'est plutôt dans la bonne moyenne de la catégorie. Parlons maintenant des tarifs.
Alors comme toujours chez MG, les tarifs sont très compétitifs puisque le modèle essayé ici est à 33 490 €. Et il s'agit là des tarifs catalogue, sachant qu'MG fait souvent de belles ristournes en concession ou sur son site internet directement. Et il ne faut pas oublier non plus que MG propose une garantie 7 ans ou 150 000 km. Et ça, c'est quand même très rassurant, surtout sur des véhicules sur lesquels les garagistes ne sont pas encore tout à fait rodés pour changer les batteries. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage et je vous dis à très bientôt. Pouce like et abonnement. Ciao.